Merci beaucoup de nous suivre notre émission, nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur le plateau de Facebook FM avec l'ancien ministre de la fonction publique sous le mandat de l'ancien gouverneur, Monsieur Abdelwahab Abdallah, pour, pour parler et comprendre ce qu'il prévoit comme programme électoral pour sa préparation aux élections prochaines. Monsieur Asmani Sandi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre émission, je vais demander à mon collègue, Monsieur Abidine, qui est Assoumani Saadi. Merci, mon cher collègue, Monsieur Abdelkarim, de m'avoir laissé la parole. On va essayer de détailler brièvement qui est Monsieur Assoumani Saadi. Et comme vous le connaissez très bien, Monsieur Assoumani Saadi, il est né le 31 décembre 1968 dans sa ville natale, Numamiliman Badjini. Monsieur Assoumani Saadi, il est un expert et homme politique. Il était ex-ministre de la fonction publique en 2008 à l'île de Gazidja. Il était aussi le secrétaire général auprès du ministère de la fonction publique en 2001. Il était aussi un expert international sur les questions du développement et il est aussi un homme politique comorien. Monsieur Assoumani Saadi, il est actuellement le président du mouvement politique qui se renommé Badili Komori. Il est aussi diplômé en Master 2 en sciences et gestion à l'Université de Bordeaux en France. Il a aussi 16 ans d'expérience internationale dans 14 pays africains. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon cher collègue, Monsieur Abdelkarim. Merci beaucoup, mon frère Abidine. Ma première question, Monsieur Asmani Sandi, porte sur les prochaines élections présidentielles et gouverneurs. Est-ce que vous serez candidat aux élections projet? Naturellement, j'ai l'intention de me porter candidat à ces élections, comme je l'ai déjà annoncé. On voudrait savoir ce qui vous a motivé pour vous présenter à ces élections. Quelles sont vos aspirations, Monsieur Asmani Sandi? Je vais me présenter à ces élections parce que j'estime disposer des solutions que ce pays a besoin. Depuis son accession à l'indépendance, nous devons aujourd'hui rendre hommage aux pères qui ont amené notre pays à accéder à l'indépendance. Le pays n'a pas pu décoller. Donc nous avons réussi à avoir l'indépendance formelle, mais n'avons pas réussi à concrétiser la promesse des pères fondateurs de faire de l'indépendance un instrument d'émancipation du peuple comorien. Et aujourd'hui, les Comores disposent de tous les talents dont elles ont besoin pour mener cette entreprise de développement. Donc, je voulais parler des talents qui sont ici, aux Comores, mais je voulais aussi parler des talents qui sont au niveau de la diaspora, qui est une richesse. Donc, je ne vois rien qui puisse empêcher les Comores aujourd'hui de décoller, sauf les différentes contraintes que je vais citer, à commencer par la corruption, le déni de démocratie, l'absence de justice, l'absence d'état de droit, toutes ces questions qui ont bloqué notre pays et qui ont fait le lit de l'instabilité politique dans notre pays. Merci beaucoup. Pensez-vous qu'il n'y aura pas de magouille dans ces élections? Parce que les élections en 2019, il y aura beaucoup de magouilles. Est-ce qu'il y a de garanties, Monsieur Asmani Sandi? Non, le processus électoral, c'est un combat. Naturellement, les Comoriens ont raison d'avoir peur, ont raison de manifester la peur que ces élections puissent être une énième mascarade, comme celle qu'on a vue en 2019. Mais moi, je pense que la meilleure manière de créer les conditions, la même manière la même manière de combattre pour que ce qui s'est passé en 2019 ne revienne pas, et d'aller à ces élections. Parce que quelle est l'autre option? L'autre option, c'est de laisser le président de la République aller tout seul dans ces élections, avec le nombre de personnes qui vont bien vouloir participer. Et puis, le soir du dimanche, faire le compte
et se proclamer candidat sans qu'il y ait combat, je trouve que ça serait lui faire un grand cadeau. Donc moi je pense que puisque nous avons le sentiment que ce pays, que le peuple comorien a tourné le dos à ce régime, au président Azali, ne pas aller à cette élection, c'est tourner le dos aussi au peuple comorien. Je voudrais dire quand même quelque chose, c'est qu'une élection, c'est pas seulement le scrutin, le vote. Une élection, c'est tout le processus qui précède, c'est-à-dire que tout ce dialogue entre les leaders et la population, qui va nous permettre de montrer les enjeux. Parce qu'il faut, pour que le Comorien se lève et défende leur pays, défende leurs idées, défende les résultats des élections, il faudra bien qu'il y ait un temps de dialogue entre les leaders et le peuple comorien. Monsieur, pour leur montrer les enjeux, pour leur montrer que cette élection est la leur, pour leur montrer que personne n'a le droit de leur voler leur élection. Donc, c'est le rôle que nous sommes en train de jouer maintenant, et pour les amener à ce que un dimanche soir, tout le monde puisse se réveiller pour défendre les résultats de cette élection. d'accord, monsieur Asmani Sandi, on vous soupçonnait d'être un espion, un candidat du pouvoir. Que dites-vous, monsieur? Bon, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Mais très sincèrement, quand on me pose cette question, d'abord, je sais pas pourquoi elle doit être posée à moi et pas aux autres. Je le prends comme une insulte. Parce que vous étiez un ancien bras droit de monsieur Azali Assoumani. Oui, j'ai travaillé avec Azali entre 99 et 2001. Donc, il y a 19 ans. J'ai coupé en 2003 toute relation avec le président Azali. Donc, ça fait 19 ans. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a même des leaders politiques qui ont travaillé avec Azali à son dernier gouvernement, parce qu'on leur pose cette question. Et je suis entré au gouvernement d'Azali, dans le siège du Front démocratique, mais je suis sorti par la grande porte. Je suis sorti par une démission, même si la démission a été négociée, et je suis sorti par une élection, puisque j'étais allé en 2004 à une élection législative dans laquelle j'ai soutenu le candidat de l'opposition qui était arrivé au deuxième tour. Et depuis toutes les élections qui sont suivies, j'ai pris des positions contre celle du président Azali. Mais au-delà des faits qui sont incontestables, pourquoi est-ce que en matière de justice, par exemple, quand on cherche un crime, on cherche le mobile. Quand on veut savoir si un crime a eu lieu, on se demande quel est le mobile. Quelle serait la raison qui ferait que moi, je serais utilisé par quelqu'un d'autre? Je donne la raison, je donne mes arguments. Est-ce que parce que je suis quelqu'un qui n'est pas capable de trouver la caution? Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Laissez-moi répondre. D'accord. Est-ce que c'est parce que je suis quelqu'un qui dépend de lui? Qui dépend de qui que ce soit? Dans ma vie, j'ai fait une carrière internationale de 12 ans. Oui, Non, c'est important. Je ne dépends de personne. D'accord. Aujourd'hui, je voudrais être le leader. D'abord, j'ai un fief qui a 44 villages. Donc, le plus grand fief du pays. Pourquoi quelqu'un qui a un fief de 44 villages aurait besoin de quelqu'un pour être un leader? Les personnes pour lesquelles je dois dépendre d'abord, c'est la population de presque 50 000 électeurs de Badjini. Mais c'est pas Azali. C'est pas Azali. Il fait pas le poids par rapport à la population de Badjini, par rapport à toute la jeunesse qui a perdu espoir d'un lendemain meilleur. Je pense que me poser cette question, je ne trouve aucune raison, sincèrement. Parce que tous les gens savent que je suis quelqu'un d'indépendant. Monsieur d'indépendant. Deux personnes dans ma carrière. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être moi, voilà. Monsieur, désolé pour vous, mais c'est pour ça que vous vient ici aujourd'hui. La population sache ce genre de questions. Maintenant, c'est à vous de bien brièvement. Tu vas être réagi à propos de cette situation. Au
Comorien. J'ai construit ma vie sur l'indépendance, sur la guerre de l'indépendance. Je vais vous dire une chose. Entre 90 et 2002, c'est vrai que c'est où mon nom a été modifié parce que j'étais un conseiller du président de la République qui menait des grandes réformes dans ce pays. Donc, mon nom était dans toutes les lèvres. Mais je vais vous dire, même pendant cette période, je n'avais pas de voiture de fonction. Je n'avais pas de logement. Je n'avais aucun intérêt particulier que le salaire. Donc, je suis une personne qui a bâti ma vie sur la base de l'indépendance. Il faut que le Comorien le sache. Et je ne suis pas fonctionnaire. Donc, j'ai développé un savoir-faire professionnel que je peux vendre aujourd'hui dans n'importe quel pays dans le monde. Donc, je n'ai besoin de personnes pour me mettre debout et pour avoir une candidature. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Assoumani Sandi. Monsieur Assoumani Sandi, depuis 2019, vous étiez retiré de la scène politique nationale. On voudrait savoir où êtes-vous durant cette période, monsieur. Vous avez largement le temps pour être clair, monsieur. Je ne me suis pas retiré sur la scène nationale. Je vais dire aux Comoriens que depuis 2012, je travaille à l'extérieur. Et jusqu'en 2016, je suis devenu fonctionnaire des Nations Unies. Donc, un statut qui m'a mené fonctionnaire international, donc qui m'a mené à travailler à l'extérieur. Donc, c'est normal que je sois pas ici tout le temps, mais qui m'a mené aussi avec des droits de réserve. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Mon mouvement à Badili Comore avons fait des déclarations. J'ai pris le risque, malgré que j'avais un statut qui m'abstenait à prendre la parole sur certains sujets. Mais j'estimais que quand les droits humains sont bafoués dans mon pays, je devais prendre la parole. Donc j'ai pris la parole plusieurs fois. Mais n'oubliez pas que Badili Comore a aussi des leaders. Nous avons des leaders qui ont participé au premier plan au mouvement qui a eu lieu en France. Je voulais citer par exemple Amadou Mzé Djessali qui faisait partie du noyau de toutes les batailles qui ont eu lieu en France. C'est le vice-président de Badili Comore. Je voulais citer par exemple Maulida Assoumani qui était en premier plan de tous les mouvements qui a eu lieu. Donc il faut voir mon action pas de manière individualisée, mais du moment où on a créé le mouvement Badili Comore, on menait une action collective. Je pense que de tous les combats qui a eu lieu, mon mouvement a pris part. Naturellement, le fait que, il faut reconnaître, le fait que j'étais pas ici sur place et tout le temps, a fait que l'action du mouvement n'était pas assez visible ici sur place. Vous avez des questions Okay. Merci, monsieur Assoumani Sandi. Monsieur Assoumani Sandi, vous vous déjà prononcé comme quoi vous serez candidat aux élections présidentielles de 2024. Quelle est votre feuille de route? Quelle est votre feuille de route que vous devrez expliquer la population comorienne? Avant l'élection. Non, après avoir eu les élections. Quand je serai président. Oui. Ok. Quand je suis président, d'abord, je veux dire l'intention que j'ai de faire de ce pays quand je serai président. Je n'ai pas l'intention d'améliorer un petit peu les choses. J'ai l'intention de transformer ce pays. J'ai eu la chance de faire des missions dans des pays comme Singapour, de faire les études à Maurice. C'est des pays dont le potentiel de travail au Cap-Vert. Ce sont des pays de petite taille qui ont un potentiel qui est sans commune mesure avec le potentiel dont nous disposons, mais qui ont pu faire des pas de géant, qui sont aujourd'hui considérés comme des dragons. Et je pense que le Comore peut se donner cette ambition. Donc c'est ça l'ambition que j'ai. C'est pas seulement améliorer un petit peu les choses, c'est changer le destin des Comores. Et le Comore aujourd'hui a les moyens. Alors, où est-ce que je vais commencer? Naturellement, ce pays a été l'unité nationale a été fragilisée. Hein, l'unité nationale, c'est un pays qui est divisé que nous avons. Donc la première urgence est d'apaiser. J'ai envie d'apaiser en restaurant
tous les violations, tous les droits humains qui n'auraient dû pas être, qui ne devraient pas être suspendus. Il faut que les principes fondamentaux, les droits humains, soient tous respectés. Ça, on n'a pas besoin d'argent. C'est juste respecter la Constitution. Celui qui veut manifester, il manifeste. Celui qui veut parler, il parle. Ça, ce sont des choses qui vont apaiser. Ça vous semble quelque chose de léger, mais c'est quelque chose qui va apaiser. Le fait que tout Comorien sentira qu'il pourra jouir de tous les droits, ça, c'est un élément important. Et deuxième élément, je sais que ce pays, l'unité nationale, notamment entre les îles, il y a toujours le sentiment que les populations, enfin les habitants de certaines îles n'ont pas les mêmes opportunités que celles qui sont dans une autre île. C'est un élément aussi de l'apaisement. C'est pour cela que, dans mes urgences, je suggérais l'idée d'un programme spécial pour l'équité des territoires. Si vous voulez, on peut en parler. L'objet de ce programme, qui est urgent et spécial, c'est de regarder au niveau d'Anjouan, au niveau de Moélie, pourquoi pas de Mayotte. Quels sont les différents avantages, les différentes opportunités, les différentes situations qui font que la personne qui vit en Grande Comore se trouve privilégiée par rapport aux personnes qui sont dans les îles. Je prends un exemple simple. Est-ce que vous voyez que c'est normal qu'on sorte d'Anjouan ou de Moélie pour venir ici prendre un passeport ou pour prendre une fiche signalétique à la fonction publique? Je prends l'engagement que 6 mois après ma présidence, aucun papier ne sera délivré. 6 mois, monsieur, 6 mois. 6 mois après. 6 mois. 6 mois après que je sois président. Aucun papier, aucune personne ne doit se déplacer pour aller dans une autre île pour avoir un papier. 6 mois, c'est pas peu, monsieur. Non. C'est un engagement que vous avez déjà pris. Ouais, que j'ai déjà pris, je l'ai déjà annoncé, je l'annonce aujourd'hui solennellement. Aucun papier ne va être délivré à une personne en obligeant cette personne de déplacer d'une île à l'autre. D'une île à l'autre. Je vais vous donner un exemple simple. Que ce soit le passeport, que ce soit les actes de l'administration, de la fonction publique. Je vais vous donner un exemple. Je prends l'exemple des passeports. Les passeports sont informatisés. Et pour c'est un réseau informatique on fait l'instruction sur la base d'un réseau informatique. Donc, que le terminal de ce réseau soit dans un bureau à Moroni ou qu'il soit en juin, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Maintenant, donc, on peut instruire les dossiers de partout. Ça, c'est déjà ce que je suis en train de faire. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà fait dans d'autres pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il faut qu'il y ait une signature physique, ben, c'est simple. Au lieu qu'on a une personne qui signe, le directeur général de la société, mais je donnerai un adjoint, en juin, un adjoint à Moélie, qui signe. Ben, c'est tout simple. Et ça sera pour tous les autres documents. Alors, on va travailler naturellement sur l'informatisation, qui peut prendre du temps ou pas, mais en attendant que l'informatisation sur le chemin, parce que mon ambition est de moderniser tous les services publics par l'informatique. Mais avant que tout cela se mette en place, mais il y a bien des bureaux en juin, il y a bien des bureaux à Moélie, on peut bien affecter des fonctionnaires. Donc ça, par exemple, c'est une aberration qui va prendre fin. Ça, c'est une chose. Mais je peux aussi citer d'autres choses qui font la différence. Merci, si vous me permettez, merci, monsieur. Dans le cadre de ce plan. Monsieur Assoumani Sangadi, en tant qu'homme politique, technicien et expertise, que dites-vous sur la mauvaise gestion au sein des institutions étatiques? Avez-vous une solution pour lutter contre ce fléau? Je vais d'abord dire aux Comoriens où est-ce que le pays en est. Nous sommes parmi les 13 pays les plus corrompus au monde. Mais ce soit clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un indice de la corruption qui est produit tous les ans par Transparency International. C'est une organisation qui est reconnue dans le monde et qui établit chaque année le baromètre du niveau de corruption dans tous les pays. Et les Comores font partie des 13 pays les plus corrompus au monde, au même titre que la Somalie, au même titre qu'Haïti, au même titre que la Centrafrique. Ça, c'est un drame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne nous fait confiance. C'est pour cela que l'argent des projets n'est pas donné à l'État.
Parce qu'il y a des critères pour que les bailleurs de fonds donnent l'argent à l'État. L'État, c'est une institution à qui aucun bailleur de fonds ne peut remettre l'argent. Donc, les bailleurs de fonds sont obligés de gérer l'argent parce que l'État n'a pas les critères de crédibilité pour gérer l'argent. Une chose. Deuxième chose, vous comprendrez bien que les investisseurs ne vont pas venir mettre l'argent dans un environnement comme celui-là. Autre chose, il y a la question des prêts. C'est un pays aussi, quand il a des grands projets, il peut emprunter de l'argent. Nous sommes un pays qui n'est pas endetté, qui n'est pas suffisamment endetté. Notre endettement est au niveau de 21% par rapport à notre richesse nationale. Donc nous avons de la marge de manœuvre. Mais nous ne pouvons pas, maintenant dans l'état actuel, aller demander des crédits pour aller faire des emprunts. Pourquoi? Parce que ça sera trop cher. Donc ça va coûter cher. Et puis ce n'est pas tout le monde qui va nous donner de l'argent à des gens qui sont considérés comme corrompus. Dernier élément, le développement des pays se fait aujourd'hui avec des partenariats publics-privés. Je prends l'exemple, tout ce qui est aéroport, tout ce qui est port, tout ce qui est même infrastructure, tout ce qui est nouvelles technologies, on peut faire des partenariats publics-privés. Mais dans la situation du pays, tout cela n'est pas possible. Donc, c'est bien là le mal de ce pays. C'est bien là le mal de ce pays. Parce que je vous ai parlé de transparence internationale. De notre baromètre, qui s'appelle l'indice de développement humain. Ce sont les Nations Unies qui placent tous les pays du monde en partant des plus développés aux moins développés. Et quand vous regardez 50 pays ou les 60 plus développés au monde, ils n'ont pas des ressources. Ce sont ceux qui gèrent bien leur pays. Aujourd'hui, pour développer le pétrole, qui est l'élément important, sinon la France ne serait pas un pays développé. La France n'a aucune goutte de pétrole. Un pays se développe parce qu'il est bien géré. Donc, il faut comprendre que, en étant parmi les 13 pays les plus corrompus au monde, nous sommes au niveau de l'indice de développement seulement le 156e pays. Donc, nous sommes très en retard. Mais je voulais dire aussi quelque chose pour vous montrer, parce qu'il y a des gens qui disent le pays avance. Est-ce que le pays avance ou le pays recule globalement? Pour savoir si le pays avance ou pas, il faut regarder le classement. Donc, dans la corruption, alors, quand je vous dis, on est le 160e, donc on est parmi les 13 les 13 pays les plus corrompus au monde. J'ai regardé en 2001, quand on a signé l'accord de Fomboni. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que ce qui a été consigné dans l'accord de Fomboni, c'est seulement la tournante. L'accord de Fomboni, il faut que ce pays soit bien géré. Il faut l'état de droit. Il faut qu'on respecte la démocratie. Tout ça, ça a été dit. Mais de 2001, en termes de corruption, on était à 123. Aujourd'hui, on est à 107. Nous avons 44 points. Dans quelle année, monsieur? En 2001, quand on a signé l'accord de Fomboni, le pays était le 123e, était 123e au niveau de la corruption. Aujourd'hui, il est 167e. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est 123e pays mieux géré. Aujourd'hui, on est 160e. On est parmi les 107 pays. Et en termes de développement, en 2001, on était à peu près 124 pays le plus développés. Aujourd'hui, on est à 156. Nous avons perdu 22 points. Donc, le pays est en train de reculer. Donc, donc la corruption. Alors, maintenant, quelles sont les mesures que je vais proposer pour éradiquer la corruption? La première chose que je voudrais vous dire, ça c'est, il y a quelque chose qui est dans ce pays, on se dit, le président serait bien, mais c'est son entourage. Ça c'est faux. Parce que le président choisit des personnes qui lui ressemblent. Vous nous rassurez. Si on a un président qui est mauvais ou qui est corrompu, il va choisir des gens qui sont corrompus. Ça, c'est clair. Donc, il faut changer à partir de la tête. La corruption change à partir de la tête. C'est pour cela. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État. Je ne parle pas seulement de celui qui est là. Je parle de le système que nous avons. Le chef d'État peut faire tout ce qu'il veut. Il peut aller au trésor prendre l'argent qu'il veut. Il peut dépenser sans limite. En fait, c'est incroyable.
C'est comme si le Il y a des président, preuves, monsieur. j'ai dit le président de la République, c'est comme si Monsieur. quelqu'un qui a gagné le loto, Monsieur Asmani Sani. il peut faire ce qu'il veut. Le président aujourd'hui fait ce qu'il veut. Il peut se lever le matin, il dépense, etc. La première chose, il faut déjà canaliser la fonction du président. Il faut que le président ne soit pas celui, la personne qui a le droit de faire tout ce qu'il fait dans notre pays. Donc avec un statut. Déjà, moi je voudrais, quand je serai président, le président n'aura qu'un salaire. Un salaire. Ses affaires de fonds spéciaux, ses affaires de tout le baratin qui va avec. Je ne vois pas pourquoi on doit toujours copier la France quand il faut faire les avantages du président, mais on ne doit jamais copier la France quand il faut penser aux avantages du citoyen. Mais la France a la sécurité sociale, la France a l'école gratuite, la France a la santé gratuite. Pourquoi on doit seulement copier la France quand on doit imaginer les avantages du président et rien quand on doit imaginer les avantages du peuple comorien? Moi, le modèle que je prends sur le statut du président, c'est le modèle scandinave, les pays du Nord, ou le Cap-Vert où j'étais, où le président, c'est une personne normale. Moi, je vais habiter dans ma maison, une personne normale, je veux avoir un salaire qui ne tombera pas du ciel. Parce que le salaire du président, tu sais pas comment il est fixé. D'abord, le salaire sera fixé par l'Assemblée. C'est normal que ce soit l'Assemblée qui représente le peuple fixe le salaire du président. Ce sera pas lui-même qui va fixer le salaire. Deuxièmement, le salaire sera indexé au salaire minimum. C'est-à-dire, si on a un salaire minimum de 50 000, on va dire le salaire du président sera, par exemple, 30 fois ou 40 fois le salaire minimum. Il dépendra du salaire moyen du Comorien. Mais il sera pas fixé. Donc ça, c'est une première des choses. Et tout le reste, je vous donne un exemple. Vous croyez que c'est normal que un président gagne 2 millions par jour quand il fait une mission à l'extérieur? 2 millions. 2 millions par jour. 4 000 euros. 4 000 euros par jour. Tout cette histoire sera fini. Parce que c'est pour cela aussi, les gens sont amenés à faire le tour du monde. Et ils s'occupent pas de notre pays. Moi, je suis président. Quand je fais une mission aux États-Unis, le ministère des Affaires étrangères va aller, on a une ambassade là-bas, il va aller aux États-Unis, il va demander des proformas dans des hôtels. L'État va payer les frais, va payer ce que je vais manger, va payer et puis c'est tout. D'accord, monsieur. Par exemple. Oui. Ça, c'est des choses radicales parce que il faut changer les choses radicalement. Quand je serai, quand moi dans ma mandature, je voudrais que les comptes de la présidence soient audités. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on a le sentiment que des milliards peuvent être utilisés sans aucun contrôle. Il faut qu'il y ait. Bon, maintenant, s'il y a des dépenses secrètes, on peut comprendre qu'ils ne puissent pas être mis à la disposition de tout le monde, mais le Parlement, la Commission des finances, d'accord, monsieur, peut bien regarder ça. D'accord, monsieur Asmani Sani. Monsieur Asmani Sani, en tant que technicien du développement, que pensez-vous de l'administration de la fonction publique et du chômage qui touche la jeunesse, monsieur, aujourd'hui? Mais j'ai pas encore dit par rapport à la question de la corruption. Laissez-moi vous dire 3 choses. D'accord, vous avez le temps. Vous avez le temps. La première chose, il faut anticiper. Il faut créer les conditions pour que les gens ne soient pas dans les conditions de voler. Pour le président, pour les ministres, tous les comptables publics et tous les ordonnateurs du budget, il faut qu'il y ait une déclaration de patrimoine devant la presse, enfin, dans la presse. Donc, quand on prend en fonction, non seulement il faut qu'il y ait une autorité vers laquelle on peut déclarer son patrimoine à l'entrée en fonction et à la sortie. C'est pas seulement le président, hein. Le président, les ministres, les ordonnateurs de budget et les comptables publics. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et j'espère qu'au cours de cette élection, le président de la République va déclarer son patrimoine. Parce que il est en train de finir le mandat et il va aller dans un autre mandat. Moi, je vais le faire. Je vais publier dans la presse tout ce que j'ai. Et je vais faire un lien avec les problèmes que rencontre aujourd'hui le président Sandi. Si on avait un système qui l'obligeait à déclarer le patrimoine à l'entrée et à la sortie de l'État, je pense beaucoup de questions seraient déjà levées. Beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose seraient déjà levées. Ça, c'est une question importante. Deuxième question importante, la transparence. Je vais rendre hommage au président Saïd Mohamed Abdallah Mchangama, quand il était président de l'Assemblée.
qui avait ouvert un bureau de vérification à l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais que tous les comptes publics puissent être accessibles par tous les citoyens. Je veux rouvrir ce bureau à l'Assemblée nationale. Pour que chaque citoyen qui veut savoir comment les dépenses publiques ont été faites, qu'il puisse aller trouver l'information. Et que ce bureau puisse à terme présenter sur les plateformes informatiques donc la transparence. Mais, parce que je pas ici, moi je voudrais faire un peu comme la France, un contrôle spécial de corruption. Il doit être des équipes sur les de corruption. Fait une double copie. C'est ce qu'a fait le Sénégal. Le Sénégal a fait une loi. Depuis longtemps, par le président. Cette loi met la charge de corruption à l'agent public de se justifier. Je vais dire l'exemple. On peut regarder, Sandy il devient ministre, il devient président de la République. Du coup, quelques temps après, on voit qu'il a une maison. Il a 2 ou 3 maisons, il a 2 ou 3 voitures. Bon, le procureur peut juste appeler M. Sandy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez trouvé ça? S'il n'arrive pas à expliquer, l'État prend. C'est tout simple. Donc, la justice ne sera pas obligée d'aller trouver les preuves. Non, non, non. C'est à la personne. Parce que il faut que les Comoriens comprennent. C'est lui qui veut prendre des responsabilités publiques. Il doit Monsieur Asmani se Sandi, donner les moyens. Monsieur Asmani Sandi, oui, répondez à ma question. Oui. En tant que technicien du développement, oui. pensez-vous de l'administration de la fonction publique et du chômage qui touche vraiment la jeunesse aujourd'hui? 2 choses qui sont séparées. Sur la fonction publique. Surtout soit clair parce que... Oui, sur l'administration de la fonction publique, j'ai trois mesures importantes. Il faut comprendre que la fonction publique, c'est le levier, c'est le moteur du développement. Quand elle est bien gérée. Quand elle est gérée avec efficacité. Et moi, la mesure que je veux instaurer de la fonction publique, c'est que et les nominations et les recrutements seront tous par concours. Et ça ne sera pas le ministère de la fonction publique qui fera le concours. Ce ne sera pas l'administration, ce sera une commission permanente qui travaillera peut-être avec l'université. Il faut que ce soit des structures qui sont indépendantes. Le ministère de la fonction publique va exprimer les besoins de recruter les agents de l'État et ça sera des structures permanentes, indépendantes qui vont faire les concours. Ça, c'est une première mesure. Il faut que nous donnions le moyen d'avoir les meilleurs cadres dans la fonction publique. Naturellement, il faut relever le niveau de traitement au niveau de la fonction publique, le niveau des salaires de la fonction publique pour permettre à ce que notre pays ait les meilleurs talents au niveau de la fonction publique. Ça, c'est une mesure importante. L'autre mesure importante, il faut que nous sachions que l'administration aujourd'hui est un goulet, est un boulet. C'est quelque chose qui casse les initiatives, qui décourage les gens. Donc moi, je pense que nous avons l'opportunité aujourd'hui de vivre une révolution numérique. Un de mes grands projets, c'est de numériser tous les services publics, sans exception. D'autant que nous sommes un pays insulaire. Nous avons une diaspora qui vit à l'extérieur. Moi, je voudrais que tu sois à Marseille, que tu sois à Anjouan, que tu sois à La Réunion, que tu puisses accéder aux services publics au même titre. Ça sera l'axe au niveau des services publics. Et l'autre élément de la réforme de la fonction publique, c'est l'idée de protéger un certain nombre de corps. Parce qu'aujourd'hui, notre fonction publique est démantelée. Quand je regarde le corps des diplomates, Comment ça? Elle est démantelée par le copinage. Regarde les diplomates. Chaque président qui arrive, il nomme les personnes de son village, de son parti. Le corps de diplomate n'existe presque pas. Donc, moi je dis quand je suis président, personne ne peut être nommé ambassadeur s'il n'est pas dans le corps des diplomates. Personne ne peut être nommé à une grande fonction des finances publiques. Vous êtes sûr, monsieur? S'il n'est pas dans le corps des inspecteurs des finances. Parce que c'est fait pour ça. Personne ne pourra, il faut valoriser. Dans la magistrature, heureusement,
ça se passe comme ça. Tu peux pas être nommé à une fonction de la magistrature sans que tu fasses partie des magistrats. La dernier élément, je vais dépolitiser l'administration. Merci. Je vais dépolitiser l'administration. D'accord, monsieur. Et non seulement personne ne sera obligé de suivre mon parti pour être nommé, mais pour certains corps, je vais même interdire les diplomates, les inspecteurs des finances publiques, les magistrats. Ils ne peuvent pas exprimer publiquement leurs opinions. Il faut qu'ils les gardent pour eux, parce qu'il faut que dans notre administration, nous ayons un certain nombre de corps qui assurent la neutralité, pour que chaque Comorien, qu'il vote le président, qu'il ne vote pas le président, se sent appartenir à la communauté nationale. D'accord, monsieur. Merci, monsieur Assoumani Saadi. Bon, comme vous le savez déjà, notre pays est surtout bénéficié d'aide venant de l'extérieur, cela sur plusieurs domaines économiques. Ma question est là. Si vous êtes élu, pensez-vous de rehausser le PIB pour que nous soyons en mesure de subvenir à nos besoins avant d'atteindre l'aide des autres? Ma deuxième question est là. Vous allez opter sur un système de refroidissement de ces aides? Bien sûr, ça c'est le grand. Il faut multiplier la richesse. Ça c'est très clair. C'est une question qui va de soi. Je vais vous dire comment je fais. La première chose, c'est que l'administration, les services administratifs qui sont aider les entrepreneurs à se développer, c'est une administration qui les fracasse. Donc il faut faciliter à la création, au développement des entreprises. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la question fiscale, c'est une question très importante. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais baisser les impôts, mais je suis pour qu'on fasse une fiscalité qui tienne compte des secteurs qui produisent. Par exemple, des secteurs qui produisent. Par exemple, le secteur aujourd'hui de la culture, le secteur de la pêche. Donc, il faut vraiment voir comment faciliter les personnes qui vont investir dans ces secteurs, comment les faciliter. Il y a le problème de l'accès au crédit. Vous savez, ici, quand vous faites un crédit pour investir, vous êtes à quelque chose de comme 18% si vous êtes dans les banques classiques. Et à plus, si vous accédez aux microfinances, comme les MEC, les Sandouk, etc. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus. Moi, je pense que il nous faut des mesures spéciales pour relancer la croissance. Par exemple, je ne veux pas attendre que toutes les banques de la place améliorent leur offre au niveau du secteur privé. Je pense qu'on a besoin, dans un premier temps, d'avoir un grand fonds qui va financer les investissements productifs dans le secteur privé. Et je pense que les Comoriens sont prêts à investir. Ils n'investissent pas parce que il y a le problème de l'administration, les tracasseries administratives. Ils n'investissent pas parce que l'accès au crédit est très cher. Ils n'investissent pas parce que, une question clé, l'accès au marché public est verrouillé. Comment ça est? Non, aujourd'hui, pour avoir un marché, il faut faire partie du clan au pouvoir. Si je faisais pas partie, vous n'avez pas accès. Ah ouais? Donc, il faut déverrouiller l'accès au marché public pour permettre à chaque Comorien qui est dans un métier d'accéder à ces opportunités économiques. Donc, il faut déverrouiller, il faut qu'il y ait une transparence totale. J'ai des mesures détaillées que je peux vous donner, mais peut-être vous n'avez pas assez la patience pour les écouter. Mais une autre mesure que je voudrais proposer, c'est la question des marchés publics donnés à des entreprises étrangères. Moi, je ne suis pas contre qu'on prenne des entreprises étrangères pour faire des marchés publics. Mais je trouve pas normal. Par exemple, je prends l'hôpital de Marouf, je prends la grande route vers le sud. On donne à une entreprise chinoise. Je suis bien d'accord. Parce que ça peut se justifier si on a besoin d'une expertise que le pays n'a pas. Mais vendre du sable, il y a combien de Comoriens qui ont un camion de sable? On a des entreprises comoriennes qui font du sable. Pour chaque grand marché public, moi, je voudrais que il y ait tout au plus 30 à 40% qu'on donne à une grande entreprise étrangère.
Mais tout le reste, tout ce qui peut être fait par les entreprises des Comores, il faut donner ça aux entreprises comoriennes. Il faut trouver une stratégie qui permet non seulement les grandes entreprises, mais aussi les petits. Mais aussi les petites. Par exemple, dans la route qui va de Moroni à Fougouni, peut-être que les trottoirs, comme a dit un jour un secteur privé, une petite entreprise peut faire les trottoirs. Il y a une petite entreprise qui peut peut-être aller vendre les repas aux employés. Il y a une petite entreprise qui peut peut-être aller assurer que dirais-je, le carburant des engins. Il faut faire en sorte que le gâteau soit partagé parce que c'est ça qui va permettre à ce qu'il y ait une émulation, à ce que les investisseurs, les Comoriens viennent investir et qu'on puisse, au bout de compte, avoir une croissance forte. Alors, nous avons la chance d'avoir une diaspora très forte qui est un potentiel source d'investisseurs. Je pense que notre diaspora, il faut un programme spécifique destiné à encourager la diaspora à venir investir. Déjà, la diaspora est la première source de touristes de notre pays. Donc ça, c'est un élément important. La diaspora est le premier bailleur de fonds. C'est elle qui transfère beaucoup d'argent vers la consommation interne, vers l'investissement, aussi au niveau local. Mais elle peut être aussi un pourvoyeur d'investisseurs privés. Donc, il faut, à mon avis, des mesures incitatives spécifiques. Donc, quand vous aurez le temps, on peut venir les développer. Merci, M. Sadi Assoumani. Ma dernière question est là. Quelle est votre opinion sur la convocation d'assemblées extraordinaires portant des lois précisément sur la question du pétrole? Bon, c'est une question qui est vraiment curieuse. Et là, il faut que les informations que j'ai sur la nature du contrat, en fait, c'est un contrat qui a été déjà signé par le gouvernement en début d'année, à qui on demande aujourd'hui à l'Assemblée de ratifier. Apparemment, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais je suis curieux sur la manière dont cette question du pétrole est traitée. C'est une question l'avenir de notre nation. Il ne peut pas être traité juste par un petit service, un ministre et un gouvernement. C'est une question normalement aujourd'hui qui a besoin d'une consultation large. À chaque fois qu'on évolue d'une étape à l'autre, une consultation de la société civile et même de l'opposition. Parce que les décisions sur les engagements contractuels dans le cadre d'un contrat pétrolier, c'est des décisions qui dépassent un mandat de 5 ans. Ce sont des décisions qui engagent le pays sur 25, sur 30 ans. C'est le futur. Malheureusement, il n'y a pas un système de gouvernance de cela. Moi, j'ai des propositions sur la manière c'est pas un dossier qui peut être traité par le bureau géologie, le bureau de l'énergie, entre le bureau, le ministre et le gouvernement. Non. Il faut qu'on ait un système de gouvernance de cette question qui dépasse ce cadre. Malheureusement, c'est le mécanisme qui est aujourd'hui. On a besoin de la transparence. Par exemple, il faut que le gouvernement nous dise, ce contrat contient quoi? Personne ne sait. Pourquoi c'est une assemblée, c'est une réunion extraordinaire de l'Assemblée nationale? C'est une question si importante dans une campagne électorale. C'est quand même quelque chose de curieux. Donc moi, je suis vraiment choqué par le fait qu'une question si importante se fasse en catimini, donc je dirais en cachette, donc entre le gouvernement et l'Assemblée, sans qu'il y ait une communication qui soit faite au pays, vers une assemblée dont tout le monde sait dans les conditions qu'elle a été mise en place. C'est une assemblée qui est, le moins qu'on puisse dire, monocolore, et le plus qu'on puisse dire, c'est que c'est une assemblée où personne ne peut dire quoi que ce soit. C'est une assemblée aux ordres de la volonté du président Azali. Donc, au bout de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est le président Azali, à lui seul, qui décide de l'avenir du pétrole de ce pays. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une question. Merci beaucoup, monsieur Sadi. Merci beaucoup, monsieur Assoumani Saad. Ma dernière question, en tant que figure politique
de notre cher pays. Que pensez-vous de la question sur la citoyenneté économique et de l'emprisonnement arbitraire de l'ex-président Hamid Abdullah Mohamed Sami? C'est une question à laquelle j'ai déjà donné ma réponse. Il y a eu des faits qui méritent d'être jugés dans la manière dont on a traité la question de la citoyenneté économique. Ça, c'est clair. Maintenant, dans la manière dont le jugement a été rendu, il y a quelque chose qui est aussi curieux, qui nous amène à avoir des doutes sur l'honnêteté du jugement qui a eu lieu. Moi, je relève seulement un fait. C'est le fait que le président Sambi a été arrêté sous la base d'une note du secrétaire général des ministères. Un simple secrétaire général. Donc, une note, une personne qui n'avait pas autorité à émettre un mandat d'arrêt d'un citoyen, n'importe lequel d'ailleurs. Donc, ça, c'est curieux. Le président Sambi a été arrêté sur la base de ces simples notes. Au fur et à mesure, la charge a changé. On dit maintenant on le poursuit pour fait de corruption. Donc, on a changé la raison pour laquelle elle a été mise en tort. Et au bout de compte, on dit maintenant c'est haute trahison. Sans que la première infraction, la première reproche qu'on lui fait ne soit jugée. Parce que normalement, on aurait pu juger le fait qu'il a été reproché de trouble à l'ordre public. Ça aurait pu être jugé. On rend le verdict. Et maintenant, s'il y a un autre fait, on le prend. Le fait de corruption aurait pu être jugé. On rend le verdict. Et puis, il y a un autre fait. Comme ce qu'on voit partout. Par exemple, en France. Il y a un ancien président qui est poursuivi pour plusieurs faits, mais chaque fait est indépendant. Donc, tout cela présage. Je peux comprendre que beaucoup de citoyens estiment que le jugement n'a pas été un jugement équitable. Donc, moi, quand je serai président, je l'ai déjà dit en comorien, je veux demander à ce que tout procès qui a un lien avec des considérations politiques puisse être avisé. On puisse refaire les procès, que la vérité puisse être totalement dite, que les faits puissent être mis sur la table et que les jugements puissent être rendus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci nos chers téléspectateurs. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.